Il existe une croyance répandue. Acheter une maison est le meilleur investissement. Et pendant des décennies, cela a fonctionné pour beaucoup. Mais aujourd'hui, les chiffres nous incitent à y regarder de plus près. Car certains actifs, en termes de rendement réel, de liquidité et d'évolutivité, ont constamment surperformé l'immobilier. Je n'essaie pas de vous convaincre sans preuve, je vais vous fournir des données, des études et des exemples concrets. Je souhaite que vous quittiez cette vidéo avec des connaissances pratiques pour prendre de meilleures décisions. Avant de continuer, écrivez « Révolution » dans les commentaires si vous acceptez qu'une seule vérité financière puisse changer les choses. Indice boursier, le pouvoir de la croissance composée. Le S&P 500, qui regroupe les 500 entreprises les plus solides et les plus représentatives des États-Unis, a fait preuve d'une constance que peu d'actifs peuvent égaler. Historiquement, son rendement annuel moyen, dividendes réinvestis inclus, est d'environ 10% nominal. Sur des périodes de plus de 20 ou 30 ans, ce chiffre est resté encore plus stable malgré des crises ponctuelles comme celle de 2008 ou 2020. Pour mettre les choses en perspective, si en 1980, vous aviez investi 10 000 $ dans un fonds indiciel S&P 500 et réinvesti les dividendes, aujourd'hui, ce montant dépasserait 850 000 $. Cela représente une multiplication de plus de 80 fois votre capital initial. Comparons maintenant ce chiffre au marché immobilier. L'indice Case-Shiller, qui mesure l'évolution des prix de l'immobilier aux États-Unis, montre que la croissance réelle du marché immobilier a été en moyenne de 3 à 4% par an au cours des 40 dernières années. Cela représente près de la moitié, voire moins, du rendement du S&P 500. Et si l'on prend également en compte les coûts liés à la possession d'un bien immobilier, tels que l'entretien, l'assurance, les impôts et les périodes sans locataire, le rendement net du bien peut être encore plus faible. Un autre aspect clé est la liquidité. La vente d'un bien immobilier peut prendre des mois, avec les frais de notaire et les commissions. À l'inverse, un fonds indiciel peut être liquidé en quelques minutes depuis votre téléphone avec des frais minimes et sans formalité administrative. Cette différence est fondamentale. Liquidité rime aussi avec liberté financière. Et il y a quelque chose de plus profond. Les indices boursiers ne dépendent pas d'une seule ville ni d'un seul bien immobilier. Ils reflètent l'économie mondiale, l'évolution des secteurs, les entreprises qui innovent, se développent et dominent les marchés. Investir dans un indice, c'est miser sur l'ingéniosité humaine, le progrès collectif et la créativité qui se renouvellent chaque jour. Imaginez votre argent comme une graine. Dans le sol boursier, cette graine se multiplie, car elle ne dépend pas d'un seul arbre, mais de toute une forêt en expansion. C'est l'essence même de la croissance composée. La capacité de votre argent à fructifier, à porter des fruits et à voir ces fruits se reproduire sans cesse. Si cette vision vous parle, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive », car accepter le pouvoir de la croissance composée signifie que votre avenir financier n'a pas de limite. Les FPI, des biens immobiliers sans être propriétaire. Les FPI sont la solution moderne pour acquérir un bien immobilier sans avoir à se soucier des clés, de la plomberie ou des baux. Ils achètent et gèrent des immeubles, des bureaux, des entrepôts logistiques, des centres de santé et des commerces de détail, et distribuent les revenus aux actionnaires. Pourquoi sont-ils importants pour ceux qui recherchent mieux qu'une entreprise physique? Premièrement, la liquidité. Une FPI peut être achetée et vendue en bourse en quelques minutes. Un bien immobilier peut prendre des mois à changer de propriétaire, ce qui implique des frais, des taxes et du temps. Deuxièmement, le rendement total. Les indices FTSE-Nareit montrent que, sur le long terme, les FPI ont généré des rendements totaux attractifs, combinant dividendes et appréciation, avec des périodes historiques où les rendements composés ont atteint des niveaux comparables à ceux des autres classes d'actifs. Troisièmement, les revenus de dividendes. En 2024, la moyenne pondérée par la capitalisation des FPI était d'environ 4,2%, tandis que le rendement des dividendes du S&P 500 était en moyenne d'environ 1,1%. Cela représente un flux de trésorerie périodique supérieur à celui d'un panier d'actions moyen. Si vous investissez 10 000 $ dans une FPI avec ce rendement, vous recevrez environ 423 $ par an en dividendes avant impôt. Mais toutes les FPI ne se valent pas. Il existe des FPI actions ou biens immobiliers et des FPI hypothécaires qui financent les prêts hypothécaires.
Au sein des FPI Actions, on distingue les secteurs suivants: industriel, bureau, résidentiel, santé, centre de données et logistique. Chacun a des gestionnaires différents. Prologis, une FPI logistique industrielle, a enregistré un rendement total extrêmement élevé sur 10 ans, approchant 299% sur 10 ans, soit un rendement annualisé d'environ 14,8% par an sur cette période, grâce à l'essor du e-commerce et à la demande de centres logistiques. Ce n'est pas la norme pour tous, mais cela illustre les possibilités offertes par les secteurs bénéficiant d'une dynamique durable. À l'inverse, les FPI de centres commerciaux et de commerce de détail ont souffert des changements structurels de la consommation, ce qui démontre que la sélection sectorielle est aussi importante que pour les actions. Autre point clé, la sensibilité au taux d'intérêt. Lorsque les taux augmentent, le coût du financement immobilier augmente et la valorisation des actifs, qui reposent sur les flux de trésorerie actualisés, peut baisser. Cependant, la relation n'est pas linéaire. Les taux augmentent souvent en raison de l'amélioration de la conjoncture économique, ce qui stimule les loyers et le taux d'occupation, ce qui peut soutenir, voire améliorer, les flux de trésorerie des FPI. La littérature et les études de marché montrent que les revenus locatifs fondamentaux ont souvent un impact plus important sur le rendement final que la hausse des taux. Il existe également des avantages pratiques que beaucoup négligent. Diversification instantanée. Avec un seul ETF ou quelques actions de FPI, vous êtes exposé à dizaines, voire des centaines de biens. Réinvestissement des dividendes, DRIP. Le réinvestissement des dividendes peut accélérer la croissance composée sans nécessiter d'apport supplémentaire. Cela transforme les flux de trésorerie en capital potentiel à long terme. Accès à bas prix. Vous pouvez commencer avec de petits montants, contrairement à l'achat d'un bien immobilier entier. Tout n'est pas parfait. Impôts et distribution. En raison du traitement fiscal, une grande partie des dividendes des FPI sont considérés comme des revenus ordinaires selon Nareit. En 2024, une grande partie des paiements seront considérés comme tels, ce qui peut entraîner une charge fiscale plus élevée que les dividendes qualifiés. Ce détail réduit le rendement net après impôt si la structure n'est pas optimisée. Alors, les FPI sont-elles meilleures que l'achat d'une maison? Cela dépend de l'objectif. S'il vous recherchez des revenus liquides, de la diversification et une gestion simplifiée, oui, les FPI offrent des avantages indéniables. S'il vous recherchez un contrôle physique, un effet de levier direct et des avantages fiscaux locaux, par exemple des déductions hypothécaires ou des plus-values locales, la propriété directe peut toujours être intéressante. Être propriétaire d'une FPI, c'est être un commanditaire passif d'un vaste portefeuille immobilier. Vous percevez un loyer, participez à la plus-value, mais ne vous occupez ni du drainage ni de la toiture. Acheter soi-même sa maison, c'est être à la fois propriétaire et gardien. Ces deux rôles créent de la valeur, mais requièrent des compétences différentes. Capital investissement. Rendement cumulé. Le capital investissement est l'une des sources de rendement les plus étudiées et, en même temps, les plus exclusives du monde financier. Ces fonds achètent des entreprises entières, les restructurent, les développent, puis les vendent ou les introduisent en bourse. Cette catégorie comprend les fonds de rachat, le capital développement et le capital risque. Selon une étude de Cambridge Associates, les fonds de capital investissement ont historiquement surperformé les indices boursiers sur le long terme. Par exemple, entre 2000 et 2020, l'indice Cambridge Global Buyout a enregistré un rendement net annualisé de près de 14%, contre environ 6 à 7% pour l'indice MSCI World sur la même période. Cet écart cumulé peut doubler, voire tripler le capital final après 20 ans. Si vous aviez investi 100 000 $ dans un fonds de capital investissement diversifié affichant un rendement annuel composé de 14% sur 20 ans, vous détiendriez aujourd'hui environ 1,3 million de dollars. Cependant, avec un rendement annuel de 7%, typique des indices boursiers, votre capital s'élèverait à environ 386 000 $. Cette différence illustre l'importance de la prime du capital investissement. Mais cette prime a un coût. Les fonds de capital investissement sont illiquides. L'argent est bloqué pendant 5 à 10 ans et les rendements sont visibles en fin de cycle et non à court terme. De plus, ils nécessitent des due diligence sophistiquées, des structures juridiques complexes et un niveau de tolérance au risque que tous les investisseurs ne possèdent pas. Les coûts d'entrée sont également élevés. De nombreux fonds exigent des tickets minimums de 1 à 5 millions de dollars. Cependant, la logique derrière cette performance est claire. Alors que les investisseurs publics achètent ce qui existe déjà sur le marché, le capital investissement crée directement de la valeur. Il optimise les entreprises, améliore la gestion, réduit les dépenses inutiles et ouvre les marchés internationaux. Ce n'est pas comme si l'on mangeait le fruit d'un arbre adulte, mais comme si l'on plantait la forêt depuis les racines, puis que l'on vendait le bois transformé.
Blackstone, l'un des plus grands gestionnaires de capital investissement au monde, en est un exemple bien connu. Selon ses rapports, les précédentes générations de fonds de rachat ont généré des rendements nets annualisés de l'ordre de 15 à 20%, bien supérieurs à la moyenne des marchés boursiers et à la rentabilité de l'immobilier traditionnel. Bien sûr, le risque est également réel. Entreprises incapables de croître, cycle économique défavorable et surendettement. Tous les fonds ne surperforment pas le marché et l'accès est limité. Mais pour ceux qui y parviennent, le capital investissement a historiquement démontré sa capacité à surperformer nettement non seulement l'immobilier, mais aussi les principaux indices boursiers. Investir en bourse, c'est surfer sur les vagues déjà formées. Investir dans le capital investissement, c'est plonger dans l'océan et en façonner soi-même le courant. Plus risqué, certes, mais cela offre aussi la possibilité de créer des marées entières. Si vous aviez déjà envisagé d'investir dans des entreprises privées et que vous croyez dans l'équilibre risque-rendement, écrivez dans les commentaires « J'accepte le risque, j'apprécie la récompense ». Actifs de protection, tips ou et couverture anti-inflation. Lorsque l'inflation s'accélère, l'effet sur l'immobilier est ambigu. D'un côté, les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter avec l'inflation. Mais, dans le même temps, les coûts associés, tels que l'entretien, les réparations, les taxes foncières, etc., grimpent également en flèche, réduisant le rendement réel net perçu par le propriétaire. Dans ce scénario, des actifs spécifiquement conçus pour protéger le pouvoir d'achat entrent en jeu. Le premier est le TIPS, ou Treasury Inflation Protected Securities, titre du Trésor protégé contre l'inflation. Il s'agit d'obligations émises par le Trésor américain qui ajustent automatiquement la valeur de leur capital en fonction de l'indice des prix à la consommation. Si vous achetez un TIPS d'un capital de 10 000 $ et que l'inflation annuelle est de 5%, la valeur ajustée de votre obligation sera de 10 500 $ à la fin de l'année. De plus, le coupon d'intérêt est calculé sur cette nouvelle valeur ajustée, créant ainsi un effet protecteur et une croissance modérée. Selon les données de Treasury Direct, ces obligations sont largement utilisées dans les portefeuilles institutionnels, précisément parce qu'elles garantissent la préservation du pouvoir d'achat. Le deuxième actif protecteur est l'or. Tout au long de l'histoire, l'or a joué un rôle de valeur refuge en temps de crise. Par exemple, lors de la crise financière de 2008, le prix de l'or a augmenté de plus de 25% sur une période de 12 mois, tandis que les actions mondiales ont chuté de plus de 10%. Selon le World Gold Council, bien que l'or ne brille pas toujours sur des horizons à long terme comme le marché boursier, sa corrélation négative avec les marchés en crise en fait un pilier défensif. Autrement dit, il ne s'agit pas de gagner plus, mais de perdre moins lorsque tout s'effondre. Une chose est claire, ces actifs ne sont pas des moteurs de croissance dynamique, mais plutôt des boucliers. Les TIPS offrent rarement des rendements réels supérieurs à 2% à 3% par an, et l'or, sur de longues périodes de plusieurs décennies, a enregistré un rendement réel proche de 1% par an. Cependant, lorsque l'inflation érode la valeur de l'argent et impacte à la fois les obligations nominales et le rendement net de l'immobilier, détenir un pourcentage d'actifs protecteurs dans votre portefeuille peut faire toute la différence entre préserver votre patrimoine et le voir fondre comme neige au soleil. Une étude Morningstar sur la répartition d'actifs a révélé qu'inclure 5 à 10% d'or dans un portefeuille diversifié réduisait significativement la volatilité et améliorait les rendements ajustés au risque en période d'inflation. Cela montre que le rôle de ces actifs n'est pas de remplacer la croissance, mais d'amortir les chocs en période de turbulence. Considérez-les comme une ceinture de sécurité. Ils ne font pas avancer la voiture plus vite, mais en cas de collision, ils peuvent vous sauver la mise financièrement. En ce sens, la diversification ne se limite pas à la recherche de profit, mais vise aussi à protéger vos acquis. Si vous pensez que préserver votre pouvoir d'achat est aussi important que l'accroître, écrivez dans les commentaires « Mon patrimoine est une priorité ». Entrepreneuriat et entreprises indépendantes, levier humain. La plupart des plus grandes fortunes mondiales ne sont pas nées d'un seul bien immobilier. Elles sont nées d'entreprises créées, développées et soutenues par la vision de leurs fondateurs. L'entrepreneuriat est, historiquement, le moteur le plus puissant de l'accumulation de patrimoine privé. Selon des études de Cambridge Associates, plus de 70% des personnes fortunées ont bâti leur fortune grâce à leur propre entreprise, et non uniquement grâce à des investissements passifs dans l'immobilier ou les marchés financiers. Une entreprise évolutive possède un atout qu'aucun bien immobilier ne peut offrir, le levier humain. Un bâtiment génère un revenu fixe, limité par sa superficie.
Une entreprise, en revanche, peut multiplier sa portée de manière exponentielle. Une application, une marque grand public, une plateforme numérique ou un service innovant n'ont aucune limite physique. Avec la bonne équipe et un capital stratégique, la croissance peut être exponentielle. L'exemple le plus cité est Amazon. Jeff Bezos a lancé une librairie en ligne en 1994, opérant depuis un garage à Seattle. Les premières années furent incertaines. L'entreprise a même frôlé la faillite lors de la crise financière de 2000. Mais ceux qui ont cru au modèle dès le début ont vu des rendements inimaginables dans l'immobilier traditionnel. Fait marquant, une personne ayant investi 10 000 $ dans Amazon en 1997 lors de son introduction en bourse détiendrait aujourd'hui plus de 15 millions de $ selon les historiques du cours de l'action. Aucun bien immobilier résidentiel, même sur les marchés les plus dynamiques, n'aurait pris de la valeur de cette manière. Et Amazon ne fait pas exception. Des cas comme Apple, Google et Tesla illustrent la même logique. De petites entreprises aux idées révolutionnaires qui, lorsqu'elles sont correctement déployées, génèrent des rendements multipliés par des centaines, voire des milliers. C'est là tout le pouvoir de l'entrepreneuriat, transformer une vision en impact mondial. Cependant, cette voie est aussi la plus risquée. Selon les données de la Small Business Administration, SBA, aux États-Unis, environ 20% des nouvelles entreprises échouent dès leur première année et près de 50% ne survivent pas au-delà de la 5e année. Cela signifie que la plupart des entrepreneurs devront affronter des revers avant de trouver la formule gagnante. Par conséquent, la clé n'est pas seulement d'avoir une idée brillante, mais de structurer l'entreprise en la validant sur le marché, en la contrôlant financièrement et en lui permettant de se développer grâce à une gestion du capital et des risques. L'entrepreneuriat est un domaine où les émotions comptent autant que les chiffres. Il exige de la résilience, de la patience et la conviction de persévérer même lorsque les résultats semblent lointains. Et c'est précisément là que réside la plus grande récompense, la possibilité de créer quelque chose qui génère non seulement de la richesse personnelle, mais aussi de l'emploi, de l'innovation et une transformation sociale. Technologie, start-up et entreprises disruptives. Au cours des dernières décennies, peu de secteurs ont créé autant de richesses que la technologie. Des secteurs comme l'intelligence artificielle, le cloud computing, les logiciels en tant que service SaaS, la fintech et les semi-conducteurs ont été de véritables moteurs de la croissance économique mondiale. Si l'immobilier traditionnel offre des revenus stables, la technologie a permis de multiplier le capital sur le long terme, avec des rendements bien supérieurs à ceux des autres actifs. Les géants du Nasdaq en sont un exemple. Selon les données de Macrotrends, des entreprises comme Apple sont passées d'environ $1 dans les années 1990 à plus de $180 aujourd'hui, après ajustement des fractionnements d'actions. Cela équivaut à multiplier un investissement initial par plus de 180. Autre exemple, Nvidia, qui se négociait sous les $10 en 2010 et dépasse aujourd'hui les $400, stimulé par la demande de puces d'intelligence artificielle. Ce type de trajectoire est difficile à reproduire dans des secteurs traditionnels comme l'immobilier où l'appréciation est beaucoup plus modérée. Mais un point fondamental apparaît ici. Il ne s'agit pas de miser sur une action en particulier, mais de participer à la vague d'innovation dans son ensemble. Miser tout sur une entreprise peut engendrer des gains considérables ou des pertes totales en cas de faillite. À l'inverse, les fonds de capital risque, les fonds de capital investissement technologique ou les ETF thématiques permettent de diversifier les risques tout en exploitant les tendances de croissance structurelle. Par exemple, un ETF en intelligence artificielle ne s'appuie pas sur une seule entreprise, mais sur des dizaines d'entreprises leaders dans ce domaine. Des études sectorielles publiées sur des sites comme Investopedia montrent qu'au cours des 20 dernières années, le secteur technologique a été le principal moteur de croissance des indices mondiaux. De fait, l'indice S&P 500 du secteur technologique a constamment surperformé la moyenne du marché, générant des rendements cumulés bien supérieurs à ceux de secteurs comme les services aux collectivités, l'énergie et l'immobilier. L'explication est simple, la technologie ne se contente pas de participer à un marché, elle le redéfinit. Chaque nouvelle disruption, du e-commerce au cloud, de la biotechnologie à l'IA, ouvre la voie à des modèles économiques évolutifs sans précédent. Investir dans l'innovation, c'est aussi investir dans l'avenir. Cela signifie accepter que les modes de consommation, de travail et de communication sont en constante évolution. Des entreprises disruptives comme Tesla, qui a révolutionné l'industrie automobile, ou Stripe, qui a redéfini les paiements numériques, nous rappellent que la technologie ne transforme pas seulement les industries, elle transforme le quotidien de millions de personnes. Et c'est ce qui explique les flux de capitaux. Bien sûr, tout n'est pas rose. La volatilité de ce secteur est élevée.
La bulle Internet, les chutes de plus de 70% du Nasdaq entre 2000 et 2002, ou encore l'effondrement occasionnel de start-up qui semblaient pourtant prometteuses. L'intelligence financière consiste donc à trouver un équilibre entre espoir et stratégie. Diversifier, appréhender les horizons à long terme et ne pas se laisser emporter par l'euphorie du court terme. Si l'idée d'investir dans l'avenir et de faire partie de ceux qui s'engagent à transformer le monde vous inspire, commentez. J'innove pour transformer. Santé et biotechnologie, un marché en expansion. La santé n'est pas une mode, c'est un besoin universel. À un moment ou un autre de sa vie, chacun a besoin de services médicaux, de médicaments, de dispositifs ou de thérapies. Cette demande constante fait du secteur de la santé l'un des plus solides et des plus résilients de la planète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les dépenses mondiales de santé dépassent désormais 8 500 milliards de dollars par an et cette tendance continue d'augmenter. Aux États-Unis, selon les données des Centers for Medicare and Medicaid Services, les dépenses de santé représentent près de 18% du PIB, ce qui témoigne de l'ampleur colossale de ce secteur. Mais au-delà des chiffres actuels, ce qui rend ce marché attractif, c'est son avenir. La population mondiale vieillit. D'ici 2050, plus de 2,1 milliards de personnes auront plus de 60 ans, selon les données des Nations Unies. Ce phénomène entraîne une augmentation des besoins en médicaments, diagnostics, thérapies innovantes et systèmes de soins. Cette évolution démographique garantit une demande soutenue et croissante. La biotechnologie est l'un des domaines les plus prometteurs du secteur de la santé. Les rapports du projet Grandview Research prévoient une croissance annuelle composée de 12 à 14% au cours de la prochaine décennie. Cela signifie qu'en moins de 10 ans, le marché des biotechnologies pourrait doubler, voire tripler, selon le segment thérapie génique, édition génomique CRISPR, immunothérapie contre le cancer ou solutions de biologie synthétique. Autrement dit, nous sommes face à un secteur capable de générer des rendements bien supérieurs à la moyenne d'un investissement immobilier traditionnel. Prenons l'exemple concret de Moderna. Avant la pandémie, cette entreprise était peu connue, mais grâce au développement de son vaccin à ARN messager, ses revenus ont bondi de 60 millions de dollars en 2019 à plus de 18 milliards de dollars en 2021. Bien que les chiffres se soient normalisés par la suite, cet exemple illustre la capacité des biotechnologies à transformer un secteur en quelques années et à générer des rendements exponentiels pour les investisseurs qui font confiance à la science. La santé numérique est un autre secteur en pleine expansion. La pandémie a accéléré l'adoption de la télémédecine, des appareils portables et des solutions d'analyse de données médicales. Selon Iris Research, la santé numérique connaîtra une croissance annuelle supérieure à 15% au cours des 5 prochaines années. Imaginez ce que cela signifie. Des millions de personnes surveillant leur santé en temps réel, des systèmes d'IA détectant les maladies de manière préventive et des hôpitaux intégrés aux réseaux numériques mondiaux. Ce changement permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de multiplier les opportunités d'investissement. Investir dans la santé et les biotechnologies n'est pas seulement une décision financière. Il s'agit aussi d'investir dans le bien-être humain, la longévité et la qualité de vie des générations futures. Chaque dollar investi dans ce secteur contribue au développement de thérapies capables de guérir des maladies, de prolonger la vie ou de réduire la souffrance. Et du point de vue d'un investisseur avisé, peu de choses sont aussi judicieuses que d'aligner rentabilité et objectifs. Actifs incorporels, propriété intellectuelle et actifs numériques. Aujourd'hui, la richesse ne se limite plus à ce que l'on peut toucher. Une grande partie de la valeur moderne provient de l'invisible. Logiciels, marques, données, brevets, formations et droits d'auteur. De fait, des études montrent que les actifs incorporels représentent désormais la majeure partie de la valeur des grandes entreprises. Selon l'étude Intangible Asset Market Value Study, ils ont représenté une part croissante de près de 90% de la valeur du S&P 500 ces dernières années. Cette transformation est importante car elle change les règles du jeu. Si l'immobilier a des limites physiques telles que la superficie, l'emplacement et l'usure, un actif incorporel est évolutif. Il peut être vendu 1, 1000 ou 100 000 fois sans multiplier son coût de production dans la même proportion. PwC et d'autres analystes comptables soulignent depuis des années que les entreprises qui investissent massivement dans les actifs incorporels obtiennent des avantages concurrentiels durables. Examinons 2 types spécifiques de modèles et expliquons pourquoi ils peuvent surpasser une offre bien gérée. 1. SaaS et logiciel. Le modèle SaaS ou logiciel en tant que service affiche des marges brutes très élevées lorsqu'il est bien conçu.
Des analyses comparatives récentes montrent qu'un bon SaaS maintient des marges brutes supérieures à 75%. Les leaders atteignent 80% et plus. Cela signifie que pour chaque dollar facturé, la majeure partie devient de la marge brute, car le coût marginal de livraison d'un logiciel à un utilisateur supplémentaire est très faible. Par exemple, si 1000 clients payent $30 par mois, cela représenterait $30 000 par mois et $360 000 par an. Avec une marge brute de 75%, le bénéfice brut annuel serait de $260 000 par an. En maîtrisant le CAC et le taux de désabonnement, cette entreprise peut atteindre 10 000 clients avec des effets multiplicateurs considérables sur le flux et la valorisation. 2. Cours, contenu et produits numériques en ligne. Un cours bien positionné peut être extrêmement rentable. Les plateformes d'apprentissage en ligne et les études montrent que les créateurs peuvent générer des revenus secondaires pouvant atteindre des montants à 6 chiffres par an selon le créneau, le prix et les canaux de vente. Une fois le contenu créé, le coût marginal par apprenant est minime. L'investissement principal réside dans la création et le marketing. Exemple pratique. Un cours d'une valeur de $200 vendu à 1000 étudiants génère un chiffre d'affaires de $200 000. Si les coûts variables tels que la plateforme, l'hébergement et le support représentent 15% du chiffre d'affaires et que le marketing initial divisé par le temps réduit ce chiffre à 30% du chiffre d'affaires, la marge nette peut atteindre 40 à 55% dans une entreprise bien optimisée, soit un bénéfice net de $80 000 à $110 000 sur ces $200 000. Ce chiffre est comparable et souvent supérieur au rendement net offert par la location d'un bien immobilier de valeur similaire après impôts, entretien et vacances. Un point essentiel qui distingue les actifs incorporels, la valeur ajoutée provient de la propriété intellectuelle, de l'image de marque et de la capacité de réplication. C'est pourquoi les entreprises qui investissent dans les actifs incorporels obtiennent souvent des multiples de valorisation plus élevés que celles qui investissent massivement dans les actifs physiques. Mais attention, ce n'est pas magique. Les risques incluent l'obsolescence, le piratage, la concurrence et la nécessité constante de maintenir la pertinence du produit et du marketing. Conseils pratiques pour ceux qui souhaitent développer des actifs incorporels dès aujourd'hui. Commencez par un produit minimum viable comme un cours, un plugin ou un MVP SaaS. Validez la demande par des ventes réelles avant de passer à l'échelle. Maîtrisez le CAC et la valeur vie. Lorsque la valeur vie est supérieure au CAC, vous avez une activité répétable. Protégez ce que vous pouvez légalement, marque, brevet, droit d'auteur, et automatisez la livraison pour réduire les coûts. Un bien immobilier est comparable à une ferme produisant une récolte annuelle. Un actif incorporel est comparable à une usine qui, grâce à une usine initiale, peut doubler sa production sans dupliquer l'usine. Les deux génèrent de la valeur, mais l'une d'elles s'étend sans limite physique. Si vous pensez que vos connaissances, votre travail ou votre créativité peuvent constituer le fondement d'une fortune sans limite, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Énergie renouvelable et infrastructure. Demande structurelle. Le monde traverse une transition énergétique sans précédent. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité passera de 30% actuellement à environ 46% d'ici 2030. L'essentiel de cette croissance proviendra du solaire photovoltaïque et de l'éolien, qui sont déjà les sources d'énergie les moins chères dans de nombreux pays. Il ne s'agit pas de spéculation. Il s'agit d'une évolution structurelle portée par les économies d'échelle, l'innovation technologique et les politiques publiques. Investir dans ce secteur n'est pas une mode verte, mais une stratégie financière stratégique. Les projets d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de centrales solaires, de parcs éoliens ou de réseaux de transport, fonctionnent généralement dans le cadre de contrats d'achat d'électricité CAE à long terme, qui garantissent des revenus stables sur 10, 15, voire 20 ans. Ces flux prévisibles rendent l'investissement dans les infrastructures renouvelables comparable à une obligation, avec des plus-values supplémentaires, mais avec l'avantage supplémentaire d'être aligné sur la durabilité mondiale. En 2023, les investissements mondiaux dans la transition énergétique ont dépassé 1800 milliards de dollars, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2030. Une part importante de ces capitaux provient de fonds institutionnels, de fonds souverains et d'États, qui recherchent non seulement des rendements, mais aussi la réalisation des objectifs de décarbonation. Le soutien institutionnel est essentiel. Il permet de ne pas miser seul, mais dans un secteur où d'importants acteurs financiers sont déjà engagés. Pour les investisseurs particuliers, plusieurs points d'entrée s'offrent à eux. Les actions d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, telles que les fabricants de panneaux solaires, les éoliennes ou les services publics qui développent leur capacité en énergie propre,
Les ETF spécialisés comme iShares Global Clean Energy, qui offrent une exposition diversifiée à des dizaines d'entreprises du secteur, et les fonds d'infrastructure, certains accessibles sur les marchés boursiers, d'autres réservés aux investisseurs qualifiés, avec des rendements allant de 6 à 12% par an selon le risque et la structure du projet. Cette opportunité inclut également des incitations fiscales. Dans des pays comme les États-Unis, la loi sur la réduction de l'inflation a débloqué plus de 370 milliards de dollars de crédits d'impôt pour les projets d'énergie renouvelable. Cela signifie que les projets génèrent non seulement des flux de trésorerie d'exploitation, mais peuvent également accroître leur rentabilité nette grâce au soutien gouvernemental. D'un point de vue stratégique, investir dans les énergies renouvelables protège non seulement votre argent contre les risques futurs, tels que les taxes carbone ou la dépréciation des actifs polluants, mais vous placez également au cœur de l'économie émergente. Imaginez l'achat d'un terrain dans une ville avant qu'elle devienne une métropole. Sa valeur se multiplie avec l'arrivée de la vague de croissance. Si vous pensez qu'investir dans le développement durable, c'est aussi investir dans votre héritage, écrivez dans les commentaires « Je construis un avenir durable » et accompagnez-le de cette affirmation « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Diversification mondiale et actifs alternatifs. Repousser les limites, c'est voir au-delà de la maison d'à côté. Il s'agit d'associer les marchés émergents, la dette privée, les redevances, les franchises, l'agriculture de pointe et les secteurs créatifs comme les jeux vidéo et le divertissement. Chacun de ces actifs présente un profil de risque et de rendement distinct et ensemble, ils constituent un portefeuille plus résilient que la simple possession d'un seul bien. Le marché mondial du jeu vidéo illustre cette idée. En 2023, il a généré près de 184 milliards de dollars. Il s'agit d'un secteur doté d'audiences massives, de modèles de revenus récurrents et de plateformes fonctionnant comme des écosystèmes. Vente directe, publicité, abonnements et microtransactions. Inclure une exposition au divertissement et aux jeux vidéo revient à miser sur une consommation numérique à l'échelle mondiale. La dette privée offre une autre porte d'entrée. Les fonds de crédit privés et les prêts directs ont historiquement surperformé de nombreuses alternatives publiques en période de volatilité. Dans certains contextes, les stratégies de crédit privé ont généré des rendements annuels élevés, les flux contractuels constituant une source de revenus stable lorsque les marchés boursiers vacillent. Les redevances et les revenus de propriété intellectuelle sont des actifs souvent sans corrélation avec le marché boursier. Les catalogues de musique, les droits d'auteur ou les redevances de brevets peuvent générer des flux pendant des décennies. Et, dans de nombreux cas, ont affiché des rendements attractifs et une faible corrélation avec les cycles macroéconomiques. Ce sont des investissements qui rémunèrent l'utilisation de l'actif et non sa possession physique. Les franchises allient activité locale et marque mondiale. Ce sont des véhicules qui permettent de reproduire un modèle éprouvé, avec des indicateurs d'exploitation clairs et des marges définies. Le secteur de la franchise est également créateur d'emplois et source de flux de trésorerie prévisibles, faisant de certains modèles des alternatives pour ceux qui recherchent des entreprises ayant fait leurs preuves. L'agriculture de haute technologie et l'agtech sont des exemples d'actifs réels qui bénéficient d'innovations et de capitaux. La modernisation de l'agriculture grâce aux capteurs, à l'automatisation et aux biotechnologies crée des entreprises et des projets à fort potentiel de croissance, tout en répondant à une demande essentielle, nourrir une population croissante. Investir dans l'agtech ou dans des projets agricoles technologiquement avancés revient à investir dans la sécurité alimentaire et une technologie à impact tangible. La conclusion pratique est simple et convaincante. Un portefeuille équilibré combinant indices mondiaux, REITs, capital investissement ou dette privée lorsqu'ils sont accessibles, actifs défensifs pour se protéger de l'inflation comme les TIPS ou l'or et exposition à des secteurs de croissance comme la technologie, la santé et les énergies renouvelables offrent généralement de meilleurs rendements ajustés au risque qu'un investissement immobilier à 100%. La diversification ne consiste pas à disperser pour le plaisir de disperser. Il s'agit d'investir dans différents moteurs qui évoluent selon des cycles différents, de sorte que lorsque l'un chute, un autre stabilise le portefeuille. Si vous souhaitez franchir une nouvelle étape et voir au-delà des investissements visibles, écrivez dans les commentaires « Je vois au-delà des apparences ». Aujourd'hui, je ne vous ai pas fait de promesses. Je vous ai donné des outils, des études, des chiffres et des pistes pratiques. L'immobilier peut s'inscrire dans une stratégie solide, mais ce n'est pas la seule voie. Si vous souhaitez atteindre une véritable liberté financière, diversifiez-vous avec des actifs liquides, des actifs de croissance, une protection contre l'inflation et le courage d'agir. C'est ce que font ceux qui multiplient véritablement leur patrimoine. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette aventure. La prospérité n'est pas une destination, c'est la somme de décisions éclairées.